Poursuivons notre analyse des opérations qui permettent de calculer la base imposable à l'impôt des sociétés. Ici, la deuxième opération, qui consiste à ventiler le bénéfice en fonction de sa provenance. Le bénéfice, c'est le bénéfice que l'on a calculé au terme de la première opération. On le ventile selon sa provenance. Cette opération, donc de présentation du résultat, ne va s'appliquer qu'aux sociétés qui exercent une partie de leurs activités à l'étranger. Si la société belge a uniquement une activité en Belgique, l'opération ne s'applique pas. Les revenus d'origine étrangère qu'il va falloir épingler dans cette opération sont de deux types. Tout d'abord, les revenus des immeubles qui sont situés à l'étranger. La société est propriétaire d'un immeuble à l'étranger et cet immeuble génère des revenus qui sont des bénéfices de l'entreprise. Première hypothèse. Ou alors, deuxième hypothèse, les bénéfices réalisés au travers d'établissements stables. L'hypothèse visée est celle d'une société belge qui va disposer à l'étranger d'une succursale. Au travers de cette succursale située à l'étranger, des bénéfices vont être réalisés. Juridiquement, vous avez une société belge avec des succursales à l'étranger. Dans la comptabilité de la société belge, on retrouve l'entièreté des bénéfices qui sont réalisés, peu importe l'endroit. Il n'y a qu'une seule entité juridique. La succursale, elle dépend de la société basée en Belgique. On distingue à ce niveau-là les succursales des filiales. Une filiale, c'est une autre société qui est basée, le cas échéant, à l'étranger, mais c'est une autre personne juridique qui a ses propres obligations fiscales. Ici, on n'a qu'une seule société avec, le cas échéant, des succursales à l'étranger. Donc, on va mettre de côté le bénéfice réalisé au travers des succursales à l'étranger. Et alors, de ce point de vue, on va distinguer donc trois types de bénéfices dans l'opération. Le bénéfice belge, qui va être soumis normalement à l'impôt en Belgique. Le bénéfice étranger réalisé dans des pays avec convention préventive de double imposition, deuxième catégorie. Et troisième catégorie, le bénéfice étranger réalisé par des succursales situées dans des pays sans convention. Alors, en ce qui concerne le bénéfice réalisé dans des pays avec convention, la convention va vous dire que ce bénéfice, il va être taxé à l'étranger et exonéré en Belgique. Donc, il va être sorti des bénéfices taxables par application de la Convention internationale. Quand le bénéfice est réalisé au travers d'une succursale dans un pays sans convention, eh bien là, la Belgique a les pleins pouvoirs pour taxer. Elle peut taxer le revenu mondial de la société et dès lors, les bénéfices qui proviennent de ces États vont se retrouver dans les bénéfices taxables de la société, qu'ils aient fait l'objet d'une taxation ou non dans l'État étranger, dans l'État de la source. Donc, deuxième opération, on présente géographiquement le bénéfice qu'on a calculé au terme de la première opération. Donc passons à la troisième opération qui consiste à déduire certains éléments non imposables
qui ne sont pas définis de manière précise dans l'intitulé, contrairement aux autres opérations. À titre d'exemple, on ne les voit pas tous, les éléments non imposables que l'on va déduire, sortir des bénéfices taxables à ce stade, ce sont tout d'abord les bénéfices d'origine étrangère exonérés par convention. Donc, les bénéfices de succursales étrangères situées dans des pays avec convention qu'on a mis en évidence lors de la deuxième opération, eh bien, on va les sortir de la base imposable lors de la troisième opération. Et de cette manière, on les exonère d'impôts en Belgique. Pourquoi? Parce que la Convention prévoit cette exonération dans la mesure où il y a eu une taxation dans l'état de la source, donc dans l'état dans lequel est située la succursale. Deuxième élément que l'on déduit à ce stade, les libéralités exonérées. Alors, ces libéralités exposées par la société, dans la mesure où elles sont exonérées, on va les sortir lors de cette opération. Et rappelez-vous, lorsqu'on a étudié les DNA à l'impôt des sociétés, on a vu que les libéralités consenties par la société étaient reprises dans les DNA. Donc comptablement, ce sont des charges. Fiscalement, on vous dit c'est des DNA, donc vous les réintégrez dans vos bénéfices, mais lors de la troisième opération, on les déduit du bénéfice taxable, on les fait ressortir dans la mesure où la libéralité répond aux conditions d'exonération qui sont prévues par le Code. Conditions d'exonération quant à la qualité de la libéralité, le type de libéralité consentie, à une œuvre de bienfaisance reconnue, et conditions relatives au montant. On peut déduire seulement 5% du bénéfice obtenu à la première opération avec un maximum de 500 000 euros. Voilà, je n'en dis pas plus sur cette opération qui est très simple à mettre en œuvre. Donc nous poursuivons avec la quatrième opération et une nouvelle déduction. La quatrième opération consiste à déduire les RDT, les revenus définitivement taxés. C'est une opération très importante et qui vise à exonérer dans les bénéfices d'une société, exonérer les dividendes que cette société a perçus et qui proviennent de filiales. La déduction des RDT est là pour remédier à un problème de double imposition économique des dividendes. Imaginez une société mère et une société fille. La société fille réalise un bénéfice. Ce bénéfice est taxé. Au moyen de ce bénéfice, la société fille décide d'attribuer un dividende à sa mère. Le dividende perçu par la mère est un revenu taxable dans le chef de la mère. Il est taxable une seconde fois. Vous avez donc une double imposition économique du dividende. Alors, pourquoi l'imposition est-elle économique? Parce que, d'un point de vue économique, c'est le même flux de revenus, le bénéfice de la fille qui est taxé dans le chef de la fille, qui remonte à la mère sous la forme de dividende et qui est théoriquement taxable dans le chef de la mère. Donc, c'est deux fois taxer un même revenu au sens économique
du terme dans le chef de deux personnes différentes, une fois dans le chef de la fille, une fois dans le chef de la mère. Cela a été considéré comme contre-productif au niveau européen et l'Union européenne a adopté une directive appelée directive mère-filiale qui remonte à 1990 pour supprimer la double imposition économique des dividendes dans ce cas. Alors, la directive, vous avez peut-être vu ça en droit européen, hein. La directive, c'est une norme de droit européen qui fixe des objectifs et qui laisse une certaine liberté aux États quant aux moyens pour atteindre l'objectif visé. Ici, l'objectif, c'est éliminer la double imposition économique des dividendes. La directive laisse le choix des moyens aux États pour atteindre cet objectif. Alors, deux moyens existent pour atteindre l'objectif, deux techniques pour supprimer la double imposition. C'est d'une part la technique de l'exonération, d'autre part la technique d'imputation. Et ce sont deux techniques qui sont prévues par la directive. Les États membres ont le choix de choisir l'une ou l'autre. La technique d'exonération, ça va consister à exonérer le dividende dans le chef de la société mère. Première hypothèse. L'imputation, ça va consister à imputer l'impôt perçu dans le chef de la filiale sur l'impôt calculé dans le chef de la mère. Deuxième hypothèse. Donc d'un côté, on dit le revenu n'est pas taxable, de l'autre, on le taxe, mais sur l'impôt afférent à cette composante du bénéfice, on impute, on soustrait l'impôt calculé dans le chef de la fille. La Belgique a choisi la technique de l'exonération. Donc on exonère le dividende dans le chef de la fille. Alors l'origine du système est cette directive européenne, mais la Belgique a décidé d'étendre le régime à tout type de société, qu'elle soit située en Europe, en Belgique ou hors Europe. La société dont on parle ici, c'est la filiale. La filiale qui paye le dividende, peu importe l'endroit où elle se situe, même si nous verrons qu'il y a des restrictions, eh bien, elle rentre dans le champ d'application du régime RDT. Donc, le régime européen a été généralisé à tous les États par la Belgique sur base d'une disposition de droit interne. Quelles sont les conditions prévues pour qu'un dividende puisse bénéficier du régime RDT? Il y a trois conditions. La première condition est une condition de détention minimale, une condition de participation. Donc cette condition répond à la question de savoir c'est quoi une filiale au sens de ce régime. Pour qu'il y ait application du régime RDT, il faut que la mère détienne au moins 10% du capital de la fille. Ou avoir une participation d'un montant de 2 500 000 €. Donc c'est l'un ou l'autre. Et la condition est remplie. Deuxième condition est une condition de taxation. Cette condition de taxation doit être remplie par la filiale, par la société qui distribue les bénéfices.
cette société distributrice, elle doit être assujettie à l'impôt dans son état de résidence. Alors, la logique derrière tout ça, derrière cette condition, c'est de dire, si la filiale n'est pas assujettie à l'impôt là où elle est située, eh bien, il n'y a pas d'imposition dans son chef, et dès lors, il n'y a pas de problème de double imposition économique de dividendes. Dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer le régime des RDT. Donc, conditions de taxation de la filiale. La disposition va aller plus loin et fixer une série d'exclusions, donc prévoir des cas dans lesquels le régime des RDT ne va pas s'appliquer. Pourquoi? Parce que la filiale ne sera pas considérée comme étant assujettie à l'impôt des sociétés. Première exclusion, qui est la plus simple, vous avez une filiale qui est une société qui n'est pas assujettie à l'impôt des sociétés ou un impôt étranger analogue à cet impôt, ou qui est établie dans un pays dont les dispositions du droit commun en matière d'impôt sont notablement plus avantageuses qu'en Belgique. Donc ça viserait un paradis fiscal. C'est quoi un paradis fiscal au sens de cette disposition? Donc, les filiales basées dans des États où l'impôt est inférieur à 15% ne rentrent pas dans les conditions du régime RDT. Donc, il faut un impôt des sociétés supérieur à 15%, sauf pour les États basés dans l'Union européenne. Sur base de cette disposition légale, il existe un arrêté royal, une disposition de l'arrêté royal de l'exécution du Code des impôts sur les revenus, qui fixe une liste noire, donc une série d'États qui sont considérés comme étant des paradis fiscaux au sens de cette disposition. Je vous invite à googliser la référence de la disposition pour aller voir la liste qui change régulièrement. Deuxième exclusion, sans rentrer dans les détails, vont être exclus les dividendes versés par des sociétés de financement, de trésorerie ou d'investissement qui, bien qu'assujettis à l'impôt, bénéficient d'un régime fiscal exorbitant du droit commun. Donc, on ne rentre pas dans les détails de l'hypothèse, mais on comprend juste la logique. L'exclusion ici vise un type particulier de société qui bénéficie, là où elle est située, d'un régime fiscal exorbitant du droit commun, c'est-à-dire un régime qui conduit à faire payer beaucoup moins d'impôts ou pas d'impôts. Troisième exclusion prévue parce que la condition de taxation n'est pas respectée, vont être exclus du régime RDT les dividendes qui proviennent de filiales dans la mesure où les revenus que recueille cette filiale, autres que des dividendes, trouvent leur source en dehors du pays de son domicile fiscal et bénéficient dans le pays du domicile fiscal d'un régime d'imposition distinct exorbitant du droit commun. Ce qu'on va appeler une société offshore. Je vous explique au moyen d'un cas concret et d'un petit dessin. Donc, imaginez une société mère, donc celle qui va recevoir le dividende. La filiale qui distribue le dividende. Donc, entre les deux, vous avez le versement de dividendes.
et un D. Et on se pose la question de savoir si les dividendes respectent les conditions RDT. Ce ne sera pas le cas si la filiale est soumise à un régime de société offshore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bénéfices de la filiale proviennent de l'étranger, d'un troisième État. Donc là, l'origine des bénéfices de la filiale, c'est un État étranger et il rentre dans la filiale. Dans l'État où est située la filiale, c'est là qu'il y a un régime offshore, on dit que les bénéfices réalisés à l'étranger ne sont pas soumis à l'impôt dans l'État de la filiale. Ça, c'est le régime offshore. Et donc, au niveau de la filiale, vous n'avez pas de taxation de bénéfices, bénéfices qui vont être attribués à la mère sous forme de dividendes, donc pas de double imposition possible. Alors, je vous donne un exemple géographique de régime offshore. Imaginez que la mère est une société belge, la fille est une société en Chine et les bénéfices de la fille sont réalisés à Hong Kong. La Chine, donc, dispose d'un régime offshore, ce qui veut dire que les bénéfices réalisés par une filiale chinoise en dehors du territoire chinois ne vont pas être soumis à l'impôt. Alors, le régime ne présente un intérêt que si, dans l'état source de réalisation des bénéfices, ici Hong Kong, il n'y a pas de taxation non plus. Et c'est ce qui est prévu sur base d'un arrangement entre la Chine et Hong Kong. Donc, quand une filiale chinoise réalise ses bénéfices à Hong Kong, il n'y a pas d'impôt à Hong Kong et il n'y a pas d'impôt en Chine. Donc, il n'y a pas de taxation. Les bénéfices se trouvent dans la filiale, remontent dans la mer sous forme de dividendes. Le dividende n'est en principe pas soumis au régime des RDT, donc il va être taxé dans le chef de la mer. Quoi qu'il y a une position administrative particulière avec les dividendes chinois qui a été consacré, mais là je n'entre pas dans les détails, c'est juste pour vous expliquer un exemple de régime offshore. Donc, qui met en scène un troisième État dans lequel les bénéfices de la filiale sont réalisés. Et dans l'état de la filiale, donc dans l'état 2, eh bien, les bénéfices réalisés dans l'état 3 ne sont pas soumis à l'impôt. Ça, c'est un régime offshore. Voilà pour cette troisième exclusion. Quatrième exclusion, vont être exclus les bénéfices de filiales si la filiale est une société dans la mesure où elle réalise des bénéfices par l'intermédiaire d'un ou plusieurs établissements étrangers qui sont assujettis d'une manière globale à un régime de taxation notablement plus avantageux qu'en Belgique. Donc ici, l'hypothèse visée met en scène aussi trois États. Dans le troisième État, ce n'est plus un régime offshore, mais vous avez un établissement stable. Établissement stable, c'est l'exemple de la succursale qu'on a vu dans l'hypothèse de la deuxième opération, ventilation des bénéfices en fonction de leur origine géographique. Donc la filiale va réaliser ses bénéfices par l'intermédiaire d'établissements stables situés dans un État tiers. Et dans cet État tiers, le régime de taxation des établissements stables est notablement plus avantageux qu'en Belgique. Dans cette hypothèse, les bénéfices qui proviennent de la filiale et qui sont distribués sous la forme de dividendes à la mère ne sont pas soumis au régime des RDT et donc ils vont être taxés dans le chef de la mère. Même logique, dans ce cas-là, vu que dans les établissements stables, il y a un régime d'imposition exorbitant du droit commun, notablement plus avantageux qu'en Belgique, eh bien, vous n'avez pas ce risque de
de double taxation. Et je rappelle, si on veut être complet, qu'au niveau de la filiale, en principe, il doit y avoir une convention préventive de double imposition entre l'État de la filiale et l'État des établissements stables. Et la convention préventive de double imposition prévoit que les bénéfices des établissements stables sont taxés dans l'État où ils sont situés et ils sont exonérés dans l'État de la filiale. Et donc, dans notre cas, dans l'état des établissements stables, il n'y a pas d'impôt ou trop peu d'impôts. Dans l'état de la filiale, il y a une exonération par application de la convention entre l'état filial et l'état établissement stable. Et en Belgique, il y a le régime des RDT qui ne s'applique pas en raison de l'exclusion. On rentre là dans une certaine complexité, mais voilà, ce qu'il faut, je pense, retenir, c'est la logique. L'exclusion est prévue parce qu'il n'y a pas de risque de double imposition économique des dividendes dans ce cas. Alors, troisième hypothèse, cinquième hypothèse, troisième hypothèse sur le slide. Nous verrons un exemple dans le slide suivant. Vous avez une société autre qu'une société d'investissement qui redistribue des dividendes qui, en application des points 1 à 4, ne pourraient pas eux-mêmes être déduits à concurrence d'au moins 90%. Je renvoie à l'exemple qui va être donné dans le slide suivant. Lisez bien l'exclusion et on fera une application. Troisième condition pour que les dividendes soient exonérés au titre de RDT, après donc, la condition de participation, la condition de taxation, vous avez une condition de permanence. Les RDT doivent provenir d'actions ou parts qui sont ou ont été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins 1 an. Donc, ce qui suppose une certaine stabilité dans la relation entre la mère et la fille. On ajoute qu'il faut que les actions soient comptabilisées comme immobilisation financière, ce qui fait que confirmer cette permanence, cette stabilité de la relation. Voici notre exemple relatif à la cinquième exclusion et vous verrez que la troisième et la quatrième exclusion sont également d'application dans cet exemple. L'énoncé sur ce slide. Vous avez une société résidente A, la société mère, qui reçoit un dividende de 20 000 € d'une société étrangère B, la filiale, dont les bénéfices sont ventilés comme suit. Elle a 24 000 € de bénéfices, cette filiale. Dans les 24 000 €, il y a 6 400 € qui proviennent de revenus d'exploitation normalement taxés, donc des bénéfices normalement taxés. Seconde composante, vous avez des revenus d'exploitation qui viennent d'activités offshore, donc d'un État tiers et pas de taxation, ou d'établissements étrangers qui bénéficient d'un régime fiscal exorbitant du droit commun. Donc là, on va être dans les exclusions 3 et 4. À concurrence donc de 3 200 €. Ensuite, cette filiale reçoit des bons dividendes, donc des dividendes qui, s'ils étaient reçus par une société belge, seraient soumis au régime RDT, provenance d'une société commerciale française qui est normalement assujettie à l'impôt pour un montant de 12 240 €. Et elle reçoit également des mauvais dividendes, donc des dividendes qui proviennent d'une filiale non taxée, filiale de la filiale, qui est ici résidente au Koweït, à concurrence de 2160 €. Le Koweït figure sur la liste noire des États qui ne répondent pas à la condition de taxation. C'est la première exclusion qu'on a vue. Donc, voilà pour
la composante des bénéfices de la filiale. Vous avez 4 origines différentes. On va voir le traitement au slide suivant. Voyons ce que cela donne du point de vue de l'application du régime RDT. La société mère belge a perçu 20 000 € de dividendes de sa filiale. Ce qu'il va falloir faire, c'est déterminer dans ces 20 000 € quelle proportion provient de bénéfices normalement taxés dans la filiale. Alors, nous avons vu que dans la filiale, il y avait 2 sous-catégories de bénéfices et dans les 2 sous-catégories, vous aviez chaque fois 2 sous-sous-catégories. Vous aviez d'une part les bénéfices d'exploitation, avec premièrement les bénéfices d'exploitation réalisés dans l'état de la filiale, deuxièmement les bénéfices d'exploitation réalisés offshore ou réalisés dans des établissements stables soumis à un régime d'imposition avantageux. Vous aviez ensuite les bénéfices qui proviennent de dividendes reçus par la filiale, avec des bons dividendes qui viennent de sociétés françaises et des mauvais dividendes qui proviennent de sociétés du Koweït. Commençons par les revenus d'exploitation. Donc, nous avons vu que ces revenus d'exploitation, ils étaient au total de 9 600 sur les 24 000, ce qui veut dire que dans les 20 000 € de dividendes reçus, il y a 8 000 € qui proviennent de bénéfices d'exploitation perçus par la filiale. Maintenant, il faut splitter en fonction des bons bénéfices et des mauvais bénéfices. Eh bien, nous avons vu que dans les 9 600 € de revenus d'exploitation, il y avait 6 400 € de bénéfices taxés dans l'État où est située la filiale. Le reste, c'est les bénéfices offshore et des établissements stables. Et donc, dans les 8 000 € de dividendes reçus par la mère qui proviennent de bénéfices d'exploitation réalisés par la filiale, il y a 5 333,33 € de bons dividendes qui vont pouvoir être soumis au régime RDT. Simple règle de 3. Ici, il est fait application donc de la troisième et de la quatrième exclusion que nous avons vues dans les slides précédents. Alors, la cinquième exclusion à proprement parler par rapport aux dividendes. Il faut déterminer donc quelle partie du dividende reçu par la mère provient de dividendes reçus par la fille qui sont bons, et calculer ce seuil de 90%. Donc, on a vu que dans les 24 000 € de bénéfices de la filiale, il y avait 14 400 qui provenaient de dividendes. C'est l'autre partie, donc ça représente 12 000 € de dividendes dans le chef de la mère. Il faut vérifier si dans ces 14 400, il y a au moins 90% de bons dividendes, et la réponse est non, il y a seulement 85%, la partie de dividendes qui provient d'une société dans un état tierce soumis normalement à taxation, la France, et dès lors, le seuil des 90% n'étant pas franchi, la cinquième exclusion va s'appliquer et la totalité des 12 000 € va être rejetée. Car l'application du régime RDT ne pourra pas se faire quant à ces 12 000 €, et ces 12 000 € vont être taxés normalement dans le chef de la mère.
Voilà ce que ça donne. Vous conviendrez que c'est assez compliqué. Jamais je n'irai vous poser une question aussi compliquée pour l'examen, à l'occasion de l'examen. Voilà, il faut juste ici comprendre la logique et vous avez un exemple relativement compliqué de la technique d'exclusion des RDT à mettre en œuvre. Après l'étude des conditions pour l'application des RDT, ben voyons la solution. Hein, quand on répond aux conditions, le dividende en question est exonéré dans le chef de la société mère. Et depuis l'exercice d'imposition 2019, l'exonération est totale. 100% du dividende est exonéré et donc est déduit au terme de la quatrième opération. Ce n'était pas le cas dans le passé, mais pour des raisons que je ne vais pas expliquer parce que c'est le passé. Imaginez qu'il y ait des excédents de RDT. Donc, imaginez que le montant des bénéfices qui provient de RDT est supérieur au montant calculé au terme des 3 premières opérations. Ainsi, il y a un excédent. Que va-t-il se passer? Eh bien, il pourra être reporté sur les exercices suivants. Voilà, historiquement, la Belgique ne voulait pas autoriser le report de ces excédents et elle s'est fait condamner dans une décision retentissante de la Cour de justice de l'Union européenne qui date de 2009, c'est pas tout nouveau, un arrêt Cobel-Fret. Je m'arrête à ce stade pour l'étude des RDT. Ici, un exemple, mais beaucoup plus simple, de déduction de RDT, mais sous l'ancien régime. L'ancien régime, exonération à 95% et pas à 100% comme maintenant. Donc, il n'est plus d'actualité et aujourd'hui, ce serait beaucoup plus simple. Donc, vous avez une société, vous allez voir que c'est très simple, avec un résultat comptable de 1000, qui est un bénéfice reporté. Elle a reçu un dividende d'une filiale détenue à 100%, qui est un dividende de 100. Donc dans les 1000, il y a 100 qui vient d'un dividende. Il n'y a pas de DNA dans l'exemple. Et donc au niveau de la déclaration fiscale, que va-t-il se passer? Eh bien, la société va comptabiliser un bénéfice de 1000 dans ses réserves taxables. C'est le résultat de son compte de résultat. On applique les opérations de déduction. On en est au RDT. Au RDT, des 1000, on va retrancher 100 au jour d'aujourd'hui, 95 à l'époque. Et on se retrouvait avec une base imposable au taux normal de 905. Aujourd'hui, on se retrouverait avec une base imposable de 900. C'est aussi simple que ça. C'est une simple soustraction qu'on fait lors de la quatrième opération. Cinquième opération de déduction, on n'en verra pas les détails parce que c'est tout à fait spécifique, c'est la déduction des revenus de brevet. C'est quelque chose d'assez récent et qui a été mis en œuvre par le législateur belge pour encourager les sociétés à développer des brevets et surtout à venir s'installer en Belgique pour développer des brevets et recueillir des bénéfices qui vont, dans une grosse partie, être exonérés, qui vont être déduits de la base imposable taxable à l'impôt des sociétés. Voilà, on est dans une matière tout à fait spécifique, essentiellement pratiquée par les Big Four et
Oui, le public cible, c'est les groupes internationaux de sociétés. Voilà, je n'en dis pas plus. C'est une niche fiscale qui a le mérite d'exister, mais on ne rentre pas dans les détails. Passons à l'étude de la déduction pour capital à risque, ce qu'on appelle les intérêts notionnels. C'est un mécanisme tout à fait intéressant. Dans une perspective historique, c'est très important de l'étudier, mais au jour d'aujourd'hui, l'avantage que cela représente pour les sociétés belges a été considérablement réduit. Cela s'explique de par le contexte actuel que je vais évoquer. Mais commençons par le début de l'histoire. Et le début de l'histoire, c'est quels étaient les éléments de contexte qui ont donné lieu à l'instauration de ce régime des intérêts notionnels. On est en 2005. À ce moment, il y a une pression européenne sur la Belgique pour que celle-ci mette fin à un régime exorbitant du droit commun, un régime hyper avantageux qui existait en droit fiscal belge en faveur de ce qu'on appelait les centres de coordination. Je ne rentre pas dans les détails, c'est purement historique, mais le régime des centres de coordination était une niche fiscale destinée à attirer des sociétés étrangères, des groupes de sociétés internationaux, à venir implanter une société en Belgique. Cette société allait jouer un rôle de centre de coordination vis-à-vis des autres sociétés du groupe, et cette société n'allait payer quasiment aucun impôt en Belgique de par l'existence de cette niche fiscale. Pression européenne pour supprimer la niche fiscale, et question qui se pose alors, c'est une question que s'est posée le ministre des Finances de l'époque, Didier Reynders, pour ne pas le nommer, eh bien, comment, après la suppression du régime de centre de coordination, rendre la Belgique attractive sur la scène internationale pour attirer des investissements étrangers et attirer des groupes multinationaux étrangers pour qu'ils viennent implanter une société en Belgique. Solution qui a été trouvée, c'est le régime des intérêts notionnels. Petite parenthèse, hein, si vous êtes ministre des Finances belge et que vous réfléchissez à une piste pour rendre attractive la Belgique vis-à-vis des investisseurs étrangers, quant à la constitution de société, il n'y a pas 50 000 moyens. Hein. Soit vous diminuez le taux de l'impôt des sociétés, à l'époque il était de 33,99, et à l'époque ce n'était pas possible parce qu'il n'y avait pas de consensus pour diminuer le taux de l'impôt des sociétés. Soit vous faites ça, soit vous créez une niche fiscale comme celle des intérêts notionnels. Voilà pour le contexte historique. Contexte technique économique, un élément qu'on a déjà évoqué. Hein, lorsque vous êtes une société, d'un point de vue fiscal, il n'est pas neutre de se financer soit par l'emprunt, soit par des capitaux propres. Hein. Le choix d'une des deux techniques de financement n'est pas neutre d'un point de vue fiscal. Si vous vous financez par l'emprunt, vous pouvez déduire des intérêts et donc votre base imposable va être diminuée. Si vous vous financez par des capitaux propres, des actionnaires qui injectent de l'argent, du capital, hein, notion à l'époque, eh bien, vous allez devoir rémunérer ce capital en dividende, et le dividende, on l'a vu, c'est une partie
du bénéfice taxable de la société. Donc, fiscalement, c'était plus avantageux de se financer par emprunt plutôt que par capitaux propres. Compte tenu de ces données, on a adopté le régime des intérêts notionnels. Et donc, l'idée était d'autoriser les sociétés à déduire un intérêt fictif, notionnel, sur leurs capitaux propres. Ceci de manière à encourager la constitution de sociétés ou encourager les sociétés déjà constituées à renforcer leurs capitaux propres. Donc, il y avait un objectif fiscal, vous allez payer moins d'impôts, venez investir chez nous. Un objectif économique, on va renforcer les capitaux propres au sein des sociétés présentes en Belgique. Donc, l'intérêt notionnel, c'est un intérêt fictif qui va être calculé sur base des capitaux propres de la société établie en Belgique. Alors, aujourd'hui, ce régime a été réduit à peau de chagrin. Dans quel contexte? Eh bien, on a limité le montant des intérêts notionnels, comment nous le verrons, mais lors de la réforme de l'impôt des sociétés. Et qu'est-ce qu'on a fait lors de la réforme de l'impôt des sociétés? On a diminué drastiquement le taux. Et donc, si on diminue le taux, vous avez le bon message vis-à-vis des investisseurs et la fonction fiscale des intérêts notionnels ne se justifiait plus. Hein, si on diminue le taux, vous n'avez plus besoin de la niche, mais on a quand même décidé de laisser subsister la niche, mais elle ne représente plus grand-chose en termes d'avantages fiscal. Alors, peut-être, piste de réflexion à l'avenir, peut-être que le mécanisme va être relancé. En tout cas, c'est ce qui se dit actuellement. Donc, certaines personnes plaident en faveur d'un relancement des intérêts notionnels pour stimuler l'investissement en Belgique dans des sociétés. Nous verrons ce qu'il en est dans les prochaines années. Donc, pour l'application des intérêts notionnels, on va calculer un intérêt sur les capitaux propres de la société au 31 du 12 de l'année N-1. Les capitaux propres, c'est les capitaux propres au sens comptable du terme. Vous avez les différentes catégories comptables que cela recouvre sur le slide. Les capitaux propres pertinents pour la déduction des intérêts notionnels, ils vont être corrigés. Partons d'un principe comptable élémentaire. Les capitaux propres que vous trouvez au passif d'un bilan, ce sont des moyens à la disposition d'une entreprise. Ces moyens servent à financer des actifs que vous retrouvez à l'actif du bilan par la société. Les capitaux propres vont être corrigés dans la mesure où ils servent à financer des actifs qui ne vont pas générer des bénéfices taxables à l'impôt des sociétés. Ça, c'est la logique derrière les corrections. Et aussi, elle consiste à supprimer un double avantage. Hein. Si on vous autorise à déduire des intérêts notionnels sur des capitaux propres qui servent à financer des actifs qui ne génèrent pas de bénéfices taxables en Belgique, la Belgique est 2 fois pénalisée. Elle
elle ne recueille pas d'impôts et elle finance un avantage fiscal. Là, il n'y a pas de raison de l'accorder dans ce cas, d'où la correction. Alors, première correction, on déduit du montant des capitaux propres la valeur des actions et parts. Je prends simplement l'exemple des immobilisations financières. Les immobilisations financières, on l'a vu, elles donnent lieu, moyennant le respect de certaines conditions, à l'application de RDT. Les immobilisations financières, elles servent à recueillir des dividendes qui vont être non taxables dans le chef d'une société mère par application du régime de RDT. Et donc, en soustrayant de la valeur des capitaux propres le montant des immobilisations financières, on vise à éviter une double exonération parce que les revenus de ces immobilisations bénéficient déjà de la déduction RDT. Deuxième correction, les établissements stables à l'étranger, à exclure pour les pays avec lesquels la Belgique a conclu une CPDI. Dans la mesure où une société belge a une succursale à l'étranger, les actifs que représente cette succursale, vous les retrouvez dans la compta à l'actif. On a vu que ces actifs, les revenus de la succursale, par application des conventions préventives de double imposition, ils vont être taxés dans l'état de la succursale et exonérés d'impôts en Belgique. Rappelez-vous, deuxième opération, on ventile et on isole ces bénéfices. Troisième opération, on les déduit parce qu'ils sont exonérés par la Convention internationale. Donc, d'un point de vue intérêt notionnel, on soustrait la valeur de ces actifs du montant des capitaux propres utiles pour calculer les intérêts notionnels. Pourquoi? Parce qu'on veut éviter un double emploi avec l'exonération prévue par les conventions préventives de double imposition. C'est exactement la même logique. Autre correction, toujours la même logique, on va exclure les actifs qui correspondent à des immeubles ou droits réels immobiliers à l'étranger. Pour exactement la même raison, ces immeubles à l'étranger, s'ils génèrent des revenus, ils vont être exonérés en Belgique par application, exonérés d'impôt à l'impôt des sociétés en vertu de la Convention préventive de double imposition. Autre actif que l'on va exclure, les actifs qui dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels. Par analogie, aux frais déraisonnables renvoie la matière des DNA. On exclut également certains actifs non productifs, comme des œuvres d'art, des bijoux, qui seraient détenus à titre de placement par l'entreprise, la société, ici parce qu'ils ne génèrent pas directement des bénéfices taxables. Alors, ce qu'on va également exclure en termes d'actifs, ça va s'appliquer aux sociétés villas, ça va être les biens immobiliers dont un dirigeant d'entreprise personne physique a l'usage. Donc, la société est propriétaire d'un immeuble, cet immeuble est destiné à l'hébergement du dirigeant. Ce n'est pas un actif qui génère des bénéfices, donc on le retire de la base de calcul des intérêts notionnels. Et aussi, on vise à prévenir des manœuvres qui consistent à loger de manière artificielle des actifs au sein de sociétés pour pouvoir bénéficier des intérêts notionnels. Avec le régime des intérêts notionnels, s'il n'y a pas cette exclusion, eh bien, c'est une invitation à laisser de l'argent dans la société pour, par exemple, financer une habitation pour le dirigeant, pour pouvoir bénéficier de plus d'intérêts notionnels. Ça, on veut l'éviter et donc cet actif est retranché.
Autre correction, les subsides qu'on retrouve dans les capitaux propres, dans la mesure où ça vient des pouvoirs publics, on ne peut pas assimiler ça à des capitaux propres à risque pour lesquels on va offrir l'avantage fiscal. Les plus-values, je n'insiste pas. Et alors la dernière correction, qui est peut-être la plus complexe, et on va voir un exemple relativement simple au slide suivant, c'est une correction une correction temporelle, si vous voulez, pour tenir compte des variations en cours de période des éléments pris en considération pour la détermination du capital à risque. Lisez ce qui figure sur le slide et nous allons voir au slide suivant comment on applique cela. Donc, voyez ici un exemple de calcul et de correction de la base qui sert au calcul des intérêts notionnels. Les capitaux propres d'une société au 31 du 12 N-1 sont de 1000. Et dans ces 1000, vous avez 100 qui provient d'une plus-value de réévaluation. On n'a pas vu le détail, mais on a vu que c'était un poste qui faisait l'objet d'une correction. Il y a 100 qui provient de subsides et il y a 100 qui sert à financer une participation. Première donnée. Deuxième donnée, au cours de l'année N, et c'est là que les variations temporelles vont s'appliquer, il y a une augmentation de capital qui a lieu le 15 juin, donc c'est une augmentation des capitaux propres, et vous avez une acquisition d'actions comptabilisée en immobilisation financière pour 200 qui intervient le 15 septembre. Alors, comment ça va se passer pour le calcul de la base de calcul? Donc, on part des 1000, le montant des capitaux propres, et on va faire 3 retraitements à concurrence de 3 fois 100. Donc, la plus-value de réévaluation, les subsides et la participation. Donc, on a un montant de 700. Puis, on va tenir compte des variations dans les capitaux propres survenues en cours d'exercice. L'augmentation de capital de 200, elle est survenue le 15 juin, donc on va seulement en tenir compte à concurrence des mois pour lesquels elle a été effective, donc les 6 derniers mois de l'année, donc à concurrence de 6 douzièmes. Pour l'acquisition d'actions, à concurrence de 200, elle survient le 15 septembre, et donc on va tenir compte de celle-ci et faire une correction, mais une correction à concurrence de 3 douzièmes, vu que l'acquisition est intervenue en septembre. Donc, au final, on va se retrouver avec un point de départ qui est 1000, duquel on a retranché 300, les corrections. On ajoute 100, ça correspond à l'augmentation de capital pour une moitié de l'année, et on retranche 50, ça correspond à l'acquisition d'actions pour un quart de l'année. Et donc, on se retrouve avec une base de calcul de 750 qu'on va multiplier par un pourcentage qu'on va voir un petit peu plus loin, qui à l'époque, pour l'exercice 2011, mais c'est tout à fait vieux, était de 4,3%, et ainsi on calculait un montant d'intérêt notionnel. Mais ici, ce qui est important, c'est de voir comment on calcule la base de calcul et la manière dont on opère les corrections et dont on tient compte des variations temporelles. Et la manière dont on tient compte des variations temporelles, le calcul pro rata temporis, ça sert à coller à la réalité comptable et aussi à éviter qu'en cours d'exercice,
on vienne gonfler artificiellement un poste qui va être pris en compte pour le calcul des intérêts notionnels afin de maximiser la déduction. Donc, comme si ce poste n'est là que pour un jour, eh bien, on en tiendra compte à concurrence d'un 365e et parce qu'il y a la règle de retraitement qui est prévue. Le taux pour le calcul de la déduction est le taux, une moyenne de taux des obligations linéaires à 10 ans émises par l'État. Vous avez les taux que ça a donné pour différentes années. Un petit peu plus loin, vous avez un tableau avec un récapitulatif global. Et la déduction des intérêts notionnels a évolué de deux manières depuis qu'on l'a adopté, et enfin deux manières qui conduisent chaque fois à une diminution de l'avantage. Tout d'abord, le taux, il a plus ou moins tout le temps baissé. Ça, c'est lié au rendement des obligations linéaires émises par l'État, donc c'est une donnée économique. Deuxième donnée, c'est une donnée juridique, c'est l'État qui rabote un petit peu son régime. Et au début, on pouvait, dans l'hypothèse où on avait un excédent d'intérêt notionnel par rapport aux bénéfices taxables, on pouvait le reporter sur les années suivantes. Et à partir de l'exercice d'imposition 2013, ça a été supprimé. Donc on supprime le report et le taux diminue. Ça, ce sont les deux évolutions notables avant l'évolution liée à la réforme de l'impôt des sociétés que nous allons voir dans les slides suivants. À partir de l'exercice d'imposition 2019, on vient créer une déduction pour capital à risque incrémentale, terme qui ne veut pas dire grand-chose. Et donc, je vous invite à lire attentivement ce que vous avez sur le slide. Vous verrez que c'est assez incompréhensible avec des mots. On va voir comment ça s'applique au travers d'un exemple dans le slide suivant. Donc, lisez ça avec attention et je supprime ma tête pour votre confort de lecture. Donc, voyons un calcul de la nouvelle déduction des intérêts notionnels. Vous avez une société dont les capitaux propres augmentent. Au 31 décembre 2013, ils étaient de 20 000 euros. Au 31 décembre 2018, ils étaient de 50 000 euros. Donc, il y a une augmentation. Si on applique l'ancienne déduction des intérêts notionnels, l'augmentation des capitaux propres correspond à une augmentation de la base de calcul des intérêts notionnels. Ainsi, on se serait basé sur un taux de une base de 44 000 euros. On aurait en plus tenu compte des variations intervenues au cours de l'année N entre 44 000 et 50 000 euros pour calculer une base de calcul. Ça, c'était le régime antérieur. Avec le régime actuel, on va calculer la base de calcul en prenant en considération les variations des capitaux propres au cours des 5 années précédentes. Et cette variation, on va la diviser par 5. Le calcul, vous l'avez sur le slide. La variation des capitaux propres au cours des 5 années précédentes, c'est simple, c'est 30 000 euros. On est passé de 20 000 à 30 000, première donnée, et ça, on le divise par 5. 30 000 euros divisé par 5, ça fait 6 000 euros. La base de calcul des intérêts notionnels, compte tenu de cette nouvelle règle de calcul, elle est de 6 000 euros qu'on doit multiplier par le taux des intérêts notionnels. Dans le passé, la base aurait été de 44 000 euros, plus les variations survenues au cours de l'année N. Voilà, donc on voit où le législateur est venu rogner avec ce nouveau système et la réduction de l'avantage est considérable.
En ce qui concerne le taux des intérêts notionnels, vous avez sur le slide les données relatives aux exercices d'imposition 2019 et 2018. Vous avez sur ce nouveau slide l'évolution depuis 2008 du taux des intérêts notionnels et vous voyez que l'évolution a toujours été quasiment à la baisse, à l'exception de 3 années. Et vous voyez que pour les exercices 2020 et 2021, le taux ordinaire des intérêts notionnels, il est négatif. Donc, pour les sociétés qui sont soumises à ce taux d'intérêt notionnel, il n'y a pas d'intérêt à appliquer les intérêts notionnels. Je précise ici que le mécanisme des intérêts notionnels, il est optionnel et la société qui ne veut pas l'appliquer peut recourir à d'autres mécanismes comme le mécanisme de la réserve d'investissement qu'on n'a pas vu, mais voilà, je le mentionne ici. Autre chose que je mentionne, vous voyez qu'il y a un taux ordinaire d'intérêt notionnel et qu'il y a un taux PME. La différence entre ces deux taux, c'est que vous avez en faveur des PME une variation, un supplément de plus 0,5. Et donc, les PME ont toujours été favorisées. Au jour d'aujourd'hui, vu que le taux des intérêts notionnels est négatif, il n'y a que les PME qui pourraient y avoir intérêt de par l'augmentation de taux qui est prévue dès le départ en leur faveur, le plus 0,5. Grâce au plus 0,5, les PME arrivent aujourd'hui à un taux d'intérêt notionnel positif, contrairement aux sociétés non PME qui ont un taux d'intérêt négatif. Donc pour elles, il ne faut pas appliquer le système des intérêts notionnels et recourir à la réserve d'investissement qui exclut l'application des intérêts notionnels. Alors poursuivons dans les déduction avec l'opération suivante qui consiste à déduire les pertes antérieures, donc les pertes des exercices précédents. Celles-ci sont indéfiniment déductibles, donc on peut les récupérer jusqu'à ce que la société engrange de nouveaux bénéfices. Il n'y a pas de limite dans le temps. Il y a des dispositions particulières en cas de changement de contrôle de la société. Ici, je n'insiste pas. Je vais simplement rappeler que, en ce qui concerne l'imputation des pertes, je vous rappelle la règle de l'article 209 qui dit on ne peut pas imputer ces pertes sur la partie du bénéfice qui provient d'avantages anormaux et bénévoles. Renvoie à la matière des avantages anormaux et bénévoles que l'on a longuement étudié, article 26 et le corollaire, article 209, dans le chef du bénéficiaire. Hein, l'article 26, c'est dans le chef de celui qui attribue. L'article 209, c'est dans le chef de celui qui reçoit. On ne peut pas imputer les pertes. Il y a d'autres règles particulières, je ne rentre pas dans les détails, on se limite à ce principe. Alors, il s'agit bien des pertes antérieures. Hein. Si une société est en perte au cours d'un exercice, eh bien, au terme de la première opération, on doit normalement arriver à un résultat négatif et quand on a un résultat négatif, on ne va pas plus loin et ce résultat négatif, c'est un montant de perte qui sera reporté à l'exercice suivant et c'est là que ça va intervenir dans l'opération relative aux pertes. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet. Déduction pour investissement, on ne voit pas, on peut passer. Nous en avons fini avec l'analyse détaillée des déductions. Hein. Nous avons vu essentiellement la déduction des éléments exonérés.
Nous avons vu la déduction des RDT, nous avons vu la déduction des intérêts notionnels et nous avons vu la déduction des pertes antérieures. Il existe une restriction supplémentaire à l'imputation des déductions, donc qui s'applique ici pour l'ensemble des déductions. Le législateur, à l'occasion de la réforme de l'ISOC, est venu créer une restriction supplémentaire qui concerne toutes ces déductions et qui consiste à conditionner la déduction de certaines, enfin, conditionner l'imputation de certaines de ces déductions. Ce régime, ça s'appelle le régime des corbeilles. Voilà une belle image. Alors, je vous explique de manière schématique. L'idée n'est pas d'aller voir le moindre détail. Les différents postes de déduction sont appliqués dans un ordre modifié et les postes de déduction sont répartis entre deux corbeilles fiscales. La première corbeille, elle est composée des déductions suivantes qu'on applique de manière consécutive. Les éléments non imposables, la déduction des RDT de l'année en cours, la déduction pour revenus de brevet et de revenus d'innovation, et la déduction pour investissement. Donc ça, c'est la première corbeille. Dans la première corbeille, on applique ces déductions et il n'y a aucune limitation de déduction qui est appliquée. Donc, c'est relativement simple. Un schéma qui reprend l'ordre d'imputation dans cette première corbeille, qui n'est soumis à aucune limitation. Vous voyez qu'on y mentionne également une déduction des transferts intra-groupes. C'est un point qu'on n'a pas vu et qui est aussi une mesure de la réforme de l'ISOC 2019, applicable uniquement aux groupes de sociétés. Mais je n'en dis pas plus. La seconde corbeille, elle est composée d'autres déductions qui s'appliquent de manière consécutive. Je vais insister sur celle qu'on a vue. Donc, dans cette corbeille, vous retrouvez la déduction des intérêts notionnels, la déduction des RDT reportés, la déduction des pertes antérieures, essentiellement. Alors, règle particulière de la deuxième corbeille, les déductions qui s'appliquent sont limitées à un maximum égal à 1 million d'euros plus 70% du solde positif qui subsiste après la déduction pour investissement. « 70% de ce solde, donc c'est le solde de bénéfices qui reste dans la première corbeille après la déduction pour investissement qui intervient dans l'ordre des déductions de la première corbeille. Okay. Donc, deux corbeilles de déduction, une première corbeille avec certaines déductions où les déductions s'appliquent sans limitation. Dans la deuxième corbeille, on applique les déductions qui sont mentionnées sur ce slide à concurrence d'un montant maximum de 1 million d'euros et de 70%, c'est 1 million d'euros majoré de 70% du montant qui reste dans la première corbeille après la déduction pour investissement. Idem, un schéma récapitulatif et vous avez la limitation qui s'affiche et les postes de déduction qui sont prévus dans la deuxième corbeille avec l'ordre d'imputation. Voyons un exemple de corbeille 2. Vous avez une société avec 10 millions d'euros de pertes reportables et elle a un résultat qui s'applique au terme de la corbeille 1, après la déduction pour investissement, de 6 millions d'euros. Voyons comment la limitation s'applique.
Hein, donc, on doit imputer ces 10 millions de pertes sur le bénéfice restant compte tenu de la limitation qui s'applique. La limitation qui s'applique, elle prévoit que, à concurrence d'1 million d'euros, c'est bon, on applique sans restriction. Donc, les 10 millions de pertes, ils vont être imputés à concurrence d'1 million sans problème. En ce qui concerne la tranche supérieure, hein, au-delà de ce million, on va prendre cette tranche simplement à concurrence de 70% de 5 millions, hein, 70% de ce qui dépasse le million. Ce qui veut dire que sur les 30% qui restent, hein, là, il n'y aura pas d'imputation et ça va rester du bénéfice imposable, 1 500 000 euros. La perte qui n'a pas pu être imputée suite à cette limitation, eh bien, elle va être reportée sur l'exercice suivant. Et pour le calcul de ce montant de perte reportée, vous avez 10 millions, okay, 1 million a été imputé sur la première tranche, donc ça fait 9 millions. Et le montant qui est imputé sur la tranche supérieure, c'est 70% de 5 millions. Faites le calcul et vous vous retrouvez avec un montant de perte qui a été imputé, le restant est reporté. Taux d'imposition à l'ISOC, taux d'imposition actuel. Je répète ce que je disais dans les slides d'introduction. Donc, la réforme a programmé une réduction des taux en 2 temps. On est dans la deuxième phase. Dans un premier temps, pour les exercices d'imposition 2019 et 2020, le taux ordinaire qui était de 33,99, 33% plus 3% de cotisation complémentaire de crise, il est abaissé à 29% avec 2% de contribution complémentaire de crise, ce qui donne un montant de 29,58. Donc, première diminution substantielle du taux. À partir de 2020, donc l'exercice d'imposition 2021, le taux ordinaire, il est de 25%. Et il n'y a plus de contribution complémentaire de crise. Alors, pour suivre cette adaptation, il y a eu des modifications techniques. Je vous donne un exemple technique et logique. Imaginez que dans le passé, vous ayez constitué une provision exonérée. Je renvoie au régime des provisions. Vous faites votre provision, donc au passif, vous actez votre provision. Dans le compte de résultat, vous avez une charge. On vous dit que la provision est exonérée. Eh bien, vous avez une diminution de votre revenu imposable, vous avez pu déduire la charge et votre provision, elle est exonérée et elle apparaît dans les réserves exonérées. Bien, ça a été constitué dans le passé, donc vous avez pu acter une charge au taux en vigueur à ce moment-là, 33,99. On est aujourd'hui en 2021 et exercice 2021 et imaginez que vous ayez une reprise de cette provision, que ce soit sur le plan comptable ou la provision devient taxable. Donc, il en résulte que la provision que vous avez exonérée dans le passé, elle doit être taxée aujourd'hui. Si on suit les règles de taux d'aujourd'hui, on va avoir une taxation de la provision à 25%, là où vous aviez pu, lors de la Constitution, déduire une charge à concurrence de 33,99%. Ça, ce n'est pas correct.
Et le législateur en a tenu compte et vous dit, bah, si aujourd'hui la provision devient taxable ou vous faites une reprise de cette provision, eh bien, ça va générer un bénéfice qui va être taxable au taux historique de 33,99 et pas au taux actuel de 25%, sinon il y aurait une économie d'impôt injustifiée. Voilà un exemple d'adaptation technique, il y en a d'autres, mais nous ne les voyons pas. À côté de la réduction de taux qui s'applique à tout le monde, vous avez un nouveau taux réduit qui est instauré et qui s'applique uniquement pour les petites sociétés, donc les PME. Il est mis sur le slide, une nouvelle condition est fixée, nouvelle parce que dans l'ancien régime, avant la réforme, il y avait aussi des taux réduits, mais les taux réduits s'appliquaient à toutes les entreprises, toutes les sociétés, pas uniquement aux petites sociétés. Dorénavant, le taux réduit ne s'applique qu'aux PME et ce taux réduit, il est de 20% et il s'applique uniquement à la première tranche de bénéfices réalisés par une société PME des premières tranches de bénéfices entre 0 et 100 000 euros. Il y a une condition pour pouvoir bénéficier du taux réduit, c'est que la société en question doit avoir versé à son dirigeant une rémunération minimum de 45 000 euros, sinon elle n'a pas le droit au taux réduit. Dernier élément, avant-dernier élément que je veux voir avec vous, la cotisation spéciale sur commission secrète et bénéfices dissimulés, que je cite pour votre culture, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, il s'agit d'une cotisation spéciale. Cette composante de bénéfice ne va pas être soumise au tarif normal, mais à une cotisation spéciale. Ce serait un peu comme un taux distinct en matière d'IPP, mais même si comparaison n'est pas raison. Et cette cotisation spéciale fait beaucoup parler d'elle parce que son taux était et demeure très élevé. Il était de 300% et il a été réduit depuis 2014 à 100%, ce qui reste très élevé. Ça s'applique aux commissions secrètes et bénéfices dissimulés. Alors, commission secrète, l'hypothèse est soit une rémunération payée à un travailleur et qui n'a pas fait l'objet d'une fiche de rémunération, ou même chose pour des honoraires ou commissions versées à un indépendant qui travaille pour l'entreprise. S'il n'y a pas de fiche, eh bien, il y a cotisation spéciale sur commission secrète. L'idée derrière cela, eh bien, c'est d'éviter que ces commissions secrètes, que cette rémunération ou ces honoraires ne fassent pas l'objet d'une taxation dans le chef de leurs bénéficiaires. Si, lorsqu'une société paye un travailleur salarié, elle émet une fiche de rémunération, et bien cette fiche de rémunération, elle est à la connaissance de l'administration et elle sert à taxer le travailleur. Si la fiche n'est pas remplie, eh bien, il y a un risque que le travailleur ou le bénéficiaire échappe à une taxation. Et donc, la loi prévoit une cotisation dont le tarif est très élevé pour prévenir le risque et sanctionner la société qui n'aurait pas émis la fiche. Je n'en dis pas plus. Et alors, autre cotisation spéciale sur les bénéfices dissimulés, eh bien, ça vise des bénéfices en noir que la société n'aurait pas déclarés et qui sont décelés à l'occasion d'un contrôle. Eh bien, l'administration va pouvoir charger la société d'un impôt à concurrence de 100% à l'heure actuelle, 300% dans le passé. Donc derrière ce mécanisme, il y a une idée de sanction. On veut sanctionner la société qui n'émet pas de fiche ou qui fait du noir. Voilà, ça poursuit un objectif assez légitime. Comme la
sanction est assez importante. Ces cotisations spéciales et font toujours l'objet de plein de litiges. Lorsqu'un contribuable société se voit appliquer cette cotisation, eh bien, il va être dans de bonnes dispositions que pour avoir envie de la contester, vu que la sanction est assez lourde, et parfois l'administration n'y va pas de main morte pour appliquer ces cotisations. Voilà, c'est lié aux détails d'application que nous ne voyons pas ici. Sachez juste que ça existe. Dernière donnée du calcul de l'impôt, les éléments imputables sur l'impôt. Les versements anticipés auxquels la société a procédé vont s'imputer sur l'impôt des sociétés calculé, ainsi que le précompte mobilier. Et ici, je parle du précompte mobilier qui a été retenu à la source sur les revenus mobiliers dont la société est bénéficiaire. Hein? Une société perçoit un dividende venant d'une autre société. L'autre société aura l'obligation de retenir un précompte mobilier. Ce précompte mobilier étant l'impôt de la société bénéficiaire. Le précompte mobilier va être imputé sur l'impôt des sociétés qui va être calculé sur le bénéfice de la société. Et dans ce bénéfice, vous retrouvez le dividende qui a été perçu. Le dividende, il apparaîtra comme résultat dans le compte de résultat, c'est un bénéfice taxable. Et donc un impôt est calculé et sur cet impôt est imputé le précompte mobilier retenu. Éventuellement, la société pourra appliquer le régime des RDT sur le dividende, mais le précompte mobilier qui a été retenu, il reste imputable. Voilà ce que je voulais vous dire et qui clôture le chapitre sur l'impôt des sociétés. Je conclurai en vous disant, ayez en tête la structure de l'ISOC pour la bonne compréhension. La structure, c'est le mécanisme des déductions le mécanisme de calcul et ensuite les déductions qui sont prévues dans la déclaration. Rappelez-vous, première opération, on additionne les réserves, les DNA et les dividendes distribués. Ensuite, deuxième opération, ventilation géographique du bénéfice si besoin. Ensuite, vous avez les déduction des éléments exonérés, déduction des RDT, déduction des revenus de brevet, déduction des intérêts notionnels, déduction des pertes antérieures. Voilà pour les mécanismes qu'on a vus. Alors, les déductions s'appliquent selon le régime des corbeilles, qui est une restriction supplémentaire qui va s'appliquer à toutes les déductions. Dans la corbeille 1, on déduit autant qu'on veut, à concurrence de tout le bénéfice. S'il subsiste au terme de la corbeille 1 un bénéfice, on applique la corbeille 2 avec des déductions particulières et avec une limitation. Cette limitation, c'est 1 million d'euros plus 70% du bénéfice qui subsiste au terme de la déduction pour investissement. Quand on se retrouve avec une base imposable, on la soumet au taux de l'impôt des sociétés, taux qui ont été revus à la baisse à partir de l'exercice d'imposition 2019, 29%, puis 25%, et pour les PME, vous avez ce taux réduit à concurrence qui va frapper la première tranche de bénéfices imposables de 100 000 euros.
On impute sur l'impôt le précompte mobilier et les versements anticipés. Vous avez en outre une cotisation spéciale sur commissions secrètes et bénéfices dissimulés. Voilà, vous avez ici en tête toute la structure de calcul de l'impôt des sociétés. Ceci clôture notre chapitre et je vais vous poster un exercice d'impôt des sociétés qui va reprendre une déclaration à l'impôt des sociétés, mais uniquement pour ce qui concerne la première opération qui est de loin la plus compliquée. Donc vous allez voir comment les postes réserves, DNA et dividendes doivent être remplis dans le cas qui est soumis. Voilà, je vous renvoie à cet exercice qui figurera sur Moodle. Merci à vous.